Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. C'est dans le management quotidien que les valeurs s'expriment. C'est dans les managers qu'on promeut. C'est pas la marque employeur avec des petits films et des machins. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 avec Benoît Serre, le DRH de L'Oréal France et également le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs des ressources humaines, la NDRH. Je suis ravie de recevoir Benoît sur ce 4e épisode où nous allons parler conduite de changement, résistance, transformation des entreprises et également intelligence artificielle, pénurie des talents, apprentissage, marque employeur, raison d'être, entreprise à mission. On ne nous arrête plus. Donc je vous souhaite une très belle écoute de ce 4e épisode avec Benoît Serre. On parle de conduite de changement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se regroupent, qui fusionnent, des organisations qui sont bouleversées. Comment, quand on est DRH ou quand on est manager, on peut s'assurer que les salariés vivent bien ces changements déjà, que ces changements soient respectueux de la place de l'humain, que les salariés aient aussi une part dans la construction de ce changement, surtout au moment où on parle énormément d'épuisement professionnel, de démotivation, de désengagement. Bon, déjà, il faut accepter l'idée, tout le monde, ou la grande majorité des gens est toujours prêt à se transformer, sauf quand ça les concerne eux-mêmes. C'est normal, c'est une réaction humaine. Et que c'est une réaction humaine et qui surtout, c'est une réaction qui est essentiellement émotionnelle. Or, j'observe, pour l'avoir fait moi-même, j'ai essayé de changer les choses, que souvent, quand on explique une transformation d'une entreprise, on est méga rationnel. On parlait à la réforme des retraites, c'est exactement ça. Les retraites, on est rationnel, alors, budgétairement, mais ça marche pas. Les gens ont une réaction émotionnelle à ce qui les concerne et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première chose, c'est accepter l'idée que quelqu'un qui est rétif à la formation, à la transformation, n'est pas forcément quelqu'un qui est contre. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire de la conséquence directe que ça a pour lui. Mais qui a au moins conscience qu'il va y avoir une transformation, ce qui est déjà un bon... Oui, mais qui dit, tu sais, à un moment j'avais pris ça, je me souviens, c'était à Massy, je crois, comme métaphore. Évidemment, j'avais un DG, et j'avais dit, bon, imagine, on te montre les plans d'un appartement, magnifique, dans lequel tu sais que tu vas être bien, il est plus grand, il est plus ceci, il est plus cela. Mais on t'explique que quand tu vas t'installer dedans, bon, on n'est pas complètement sûr qu'il ressemblera à tout ça. T'as plein de gens qui disent, écoutez, tant que c'est pas sûr votre truc, je vais rester dans mon vieil appartement à moi, parce que moi, celui-là, je le connais. Donc, il faut être le plus précis possible sur les évolutions concrètes qu'emporte la transformation chez les gens. Premier point. Deuxième point, on a tendance à, dans une transformation qui nécessairement peut créer des tensions, on a tendance à d'abord passer du temps avec ceux qui râlent, qui représentent à peu près 15 à 20% des gens. Dans ce temps-là, on ne s'occupe pas des 80 autres pourcents qui râlent pas et qui attendent. Et qui maintenant se disent, en fait, pour qu'on s'occupe de moi, il faut que je râle. Donc ils se mettent à râler. Donc il faut d'abord s'occuper, travailler, voir, rencontrer, écouter les gens qui... Je trouve que quelqu'un qui dit rien dans une entreprise en transformation, c'est toujours un peu risqué. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne pense pas.
Donc voilà, donc je pense que c'est la deuxième chose. Il ne faut pas être totalement marabouté par ceux qui, de toute façon, sont jamais contents. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, il faut quelquefois, et ça c'est très difficile, et déjà le rôle du DRH est majeur, avoir le courage de dire cette transformation est nécessaire, mais dans les conditions actuelles, on va la faire, mais un peu plus lentement. Un peu plus lentement? Oui. Parce que ça passera pas. Il y a combien de fusions-acquisitions, notamment dans les domaines industriels, qui étaient sur un plan technique, technologique, évident, évident, et qui se sont fracassés sur le choc culturel. Mmh. Donc là, souvent, vous savez, quand on fait des due diligence. Je pense que c'est intéressant de développer des due diligence humaines. Quels sont les points de frottement indispensables, nécessaires ou inévitables entre les deux cultures? Comment les gens vont travailler? Parce que on peut avoir les meilleures raisons du monde sur le fait d'unifier les modèles de production, d'utiliser les mêmes machines, de faire des achats groupés, d'optimiser ceci, de faire des économies d'échelle. Tout ça, c'est vrai. Si les gens ne veulent pas travailler ensemble, ça coûte beaucoup plus cher. Et voilà. Alors je te rejoins, j'ai fait, d'ailleurs un mémoire il y a 2 ans sur, l'impact des fusions sur les pratiques managériales et sur comment on fait pour justement accompagner les managers pour, j'allais dire, faire en sorte que le changement soit le mieux vécu par les salariés et en tout cas, qu'on arrive à aller jusqu'au bout du projet de changement, puisque à l'origine, c'est parce qu'il est nécessaire, hein, pour l'organisation. Et j'ai été stupéfaite par le peu de livres sur, la question managériale et humaine dans les fusions-acquisitions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur, l'approche, financière, Oui, je sais pas. l'approche technique, l'approche juridique. Mmh. Par contre, la question RH et managériale est effectivement très, très peu, outillée. Alors elle est très importante Je pense qu'elle est fondamentale, oui. et je fais le pari qu'elle deviendra de plus en plus importante. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est effectivement aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles, certains changements sont parfois soit reportés et ça c'est dans le meilleur des cas, soit, abandonnés. Oui, bien sûr. Heu, Parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est, Ah oui, ça c'est sûr. alors on parlait tout à l'heure un peu de «d'outils» entre guillemets. Je voulais, t'entendre sur la question de l'avènement des intelligences artificielles. On oppose souvent, intelligence artificielle et humain. On sent d'ailleurs des résistances, hein, pour reprendre, ce qu'on se disait sur, cette question de conduite de changement. Mmh mh. Or, j'ai l'impression que, ça peut être complémentaire, ça peut peut-être permettre à l'humain justement de se concentrer sur, des activités à plus forte valeur ajoutée, en déléguant ce qui est, moins important ou moins intéressant à, des intelligences artificielles. Toi, tu en penses quoi? Bah, je pense que la crise Covid nous a permis de nous rendre compte que même quand on a les meilleurs outils technologiques du monde, quand les gens sont pas là, ça marche moins bien. Donc, enfin, on a compris que, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, augmentent les gens sans les remplacer et qu'il faut penser ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, ça m'a rappelé, je me souviens, quand le e-learning s'est développé. Et développé, moi j'entendais, j'écoutais les gens qui m'expliquaient que le e-learning allait remplacer le formateur, la pédagogie, la forme tout. On s'est rendu compte que c'était pas vrai. Il y avait des choses qui étaient pertinentes à faire à distance et d'autres qui ne l'étaient pas. Je pense que l'intelligence artificielle, ça va être pareil. C'est-à-dire que on va petit à petit se rendre compte qu'il y a des choses pertinentes à faire par ce biais et d'autres qui ne le sont pas. On a eu un autre exemple récent. Moi, j'ai vu je ne sais pas combien de start-up, de machins, de recrutement m'expliquer qu'on n'avait plus besoin de recevoir les gens, que maintenant il suffisait de croiser les datas et on aurait de bons candidats au bon moment, etc. Ce n'est absolument pas vrai. La seule chose que je constate, c'est que l'avantage de l'intelligence artificielle dans le recrutement, c'est qu'elle a permis d'évacuer toute la partie objective. Qu'est-ce que la personne a fait, quelles sont ses expériences, etc., etc. Mais à la fin du fin,
Le recrutement de quelqu'un, c'est une dimension humaine et ça, l'intelligence artificielle ne le remplace jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs années, Microsoft avait fait un test de recrutement uniquement par intelligence artificielle de l'époque. Ils avaient recruté que des gens blancs. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle, c'est très bien, que c'est très utile, que ça permet d'enrichir le métier des gens, de réduire les tâches de la faible valeur ajoutée, de réduire les tâches mécanisées, ce qu'on connaît dans l'industrie depuis des années, hein. Mais que ce n'est pas, ce n'est pas, enfin, je pense que à force de parler d'intelligence artificielle, on en fait comme un objectif, alors que ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen très puissant, c'est un moyen très impressionnant, tout ça est vrai. Mais c'est un moyen. Et donc, il est au service de quelque chose, bah, il doit être au service de l'homme ou de la femme, pas au service de je sais pas quoi. Mmh, complètement. Et donc, la crise Covid a permis ça, en fait. Et comment on fait pour, éviter la fracture numérique qui existe déjà dans les entreprises et j'allais dire, globalement dans la société? Et c'est pas forcément, jeune vieux, hein, j'allais dire, c'est simplement qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise, que d'autres, avec, on va dire les outils, digitaux, hem, ou que simplement qui ont été plus formés. Comment on fait pour, quand on est, DRH ou quand on est dirigeant, pour, s'assurer que, l'intégration de cette digitalisation, dans les métiers ne crée pas, on va dire un fonctionnement à 2 vitesses? Bah, déjà en anticipant, tout simplement. On le sait que la compétence data, la compétence machin va devenir un truc incontournable. En fait, on se posait la même question sur l'informatique il y a 30 ans, et puis aujourd'hui, le problème est résolu. Et, enfin, quasiment résolu. Pas toujours, mais quasiment résolu. Donc c'est un élément à prendre en compte dans les modèles de l'éducation nationale. Voilà, c'est tout. Je veux dire, je pense que c'est des choses qui restent. Souvent, on explique: «Ah non, mais alors les vieux là, ils savent pas faire marcher», mais ça fait 20 ans qu'ils sont avec des ordinateurs, donc maintenant c'est réglé ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura toujours une inégalité, malheureusement. Et je pense pas que ce soit en d'ailleurs, c'est pour ça il devrait exister un véritable continuum éducatif sur ces questions-là comme sur les autres, de l'école à l'entreprise. C'est-à-dire que l'école, l'éducation nationale, l'instruction, non, les études supérieures pour les gens qui en font et la formation continue, c'est la même histoire. C'est le développement et pourtant aujourd'hui, c'est 3 histoires. Donc la meilleure manière de résoudre ce qui vient d'être évoqué, c'est d'avoir cette approche-là. Après, les entreprises, elles sont pragmatiques. Si elles estiment que ce sont des compétences indispensables aux gens, alors ils les forment. La question, c'est, s'ils sont des compétences indispensables dans les entreprises, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à former les gens, soit à l'école, soit dans leurs études post-bac quand ils ont. Je pense que ça vient d'une fracture presque philosophique en France entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Et le monde de l'enseignement, c'est ça que tu disais? Bah oui, c'est une fracture ridicule. Aux États-Unis, on n'a pas du tout ce phénomène-là. En France, il y a des débats philosophiques avec des gens qui nous disent: «Ouh là là, l'enseignement est fait pour construire des citoyens, quand l'entreprise veut des salariés, on n'est pas là pour produire des salariés pour une espèce de schéma, une espèce de philosophie, à 10 balles, hein, maintenant». D'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien ministre de l'Éducation nationale et l'actuel, ministre de la formation professionnelle, Carole Grandjean, et moi je suis très favorable à ça, travaille beaucoup à ce rapprochement des 2 mondes. Et d'ailleurs, les entreprises doivent se rapprocher de l'école, comme l'école doit se rapprocher de l'entreprise. D'ailleurs, l'efficacité de l'alternance et de l'apprentissage n'est plus à prouver. J'allais dire, tu vois, on a un mode qui permet justement, cette alternance, on va dire, entreprise, et enseignement, plus académique. L'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'apprentissage est réservé pour beaucoup, je parle en proportion, hein, pas juridiquement,
aux métiers, plus, manuels, aux artisans. Heu, Malheureusement, ça c'est un ça peu fini. évolue Ça, ça évolue. c'était très vrai il y a Alors, il y a avant. 20 ans, on a commencé Heureusement, à développer l'apprentissage sur le niveau bac+5. Moi, je c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. J'ai fait une école supérieure de commerce en apprentissage. C'est ce qui m'a permis de financer mes études d'ailleurs. Donc heureusement, mais on voit que c'est encore pas aujourd'hui quand même la majorité. Il y a encore peu de personnes qui font l'apprentissage sur des niveaux, supérieurs au bac et ils ont encore des il y a de difficultés à plus en trouver des plus. entreprises. Ouais, enfin, ouais, on part de loin, mais par rapport à l'Allemagne, par exemple, Oui. mais on en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a à peu près 900 000 alternants en France. Il y en avait 400 000 il y a 5 ans. Donc c'est d'ailleurs, il faut un hommage au pouvoir public, au gouvernement actuel ou précédent qui ont vraiment poussé ça, c'était très bien. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent leur diplôme en apprentissage dans le domaine des services et pas uniquement dans le domaine manuel. Donc on rattrape. Je suis assez confiant là-dessus. Ça rattrape petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'origine, euh, quand je dis à l'origine, c'était il y a 30 ou 40 ans, on disait, bon, il n'est pas très bon, il va aller en apprentissage. Aujourd'hui, je pense que cette logique-là est en train de se terminer. Il y a des grandes écoles qui ont développé leur programme en alternance ou apprentissage. Il y a une espèce d'exemple qui est donné. On est à près de 900 000 alternants apprentis en France, qui est absolument considérable par rapport à ce que nous étions avant. Le mouvement est lancé, et tant mieux. Là-dessus, je te rejoins, c'est en train d'évoluer et dans le bon sens et j'en suis ravie. Mais je pense que, c'est pas tant peut-être au niveau des écoles que le frein, existe, mais ça peut être aussi au niveau des familles. C'est-à-dire que le regard des familles est pas complètement, Oui, modéré. mais ouais, moi je pense que ça c'est en train de, je sais pas. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est en train d'évoluer favorablement. Oui, 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 mais je pense qu'on a encore du chemin, hein. Sincèrement, j'en sais rien. Je peux pas, j'en sais rien. Je peux pas répondre à la question. Je sais pas, moi j'ai pas cette impression-là, mais peut-être que je me trompe. Après bon, peut-être que, moi la vision que j'ai, c'est aussi parce que, je en tant que directrice générale de la chambre de métiers, et de l'artisanat des Deux-Sèvres, on a le 3e CFA Nouvelle-Aquitaine et donc 1 600, jeunes et c'est vrai que, du coup, j'ai peut-être aussi moi un biais, par rapport à la vision, des familles que je suis amenée à rencontrer. Mais Non, c'est possible. Je me rends pas compte. J'ai plutôt l'impression qu'on a augmenté considérablement le nombre de formations avec cycle intense apprentissage, notamment dans le domaine des services ou dans les professions non manuelles, on va dire. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais ça explique en partie, mais que ça ne veut pas dire faut dire que tout est gagné et que c'est fini. Voilà. En termes de pénurie sur le marché du travail, on peut se dire que, c'est peut-être, un axe qui pourrait être développé. Ah bah, bien sûr. Comment aujourd'hui tu penses qu'on peut attirer, les meilleurs talents et surtout les fidéliser? Est-ce que tu as, des conseils à donner, aux DRH, aux dirigeants? Heu, Bah, de toute façon, le triptyque est toujours le même, hein. Le triptyque est toujours le même, hein. Heu, rémunération, perspective et autonomie. Quand on propose à quelqu'un un job rémunéré, justement rémunéré, qu'on lui dessine les perspectives possibles et qu'on lui donne un cadre de responsabilité identifié qui a du sens, on est attractif. Quand on n'est pas clair sur l'un des trois, on perd en attractivité. Ça, c'est le premier point, c'est pour l'embauche. Le deuxième point, qui est bien plus important et bien plus difficile, c'est la fidélisation. On est dans la phase de l'emploi vers laquelle on dirige pour des raisons démographiques. Euh, c'est que ce travail-là, de cohérence entre la rémunération, les perspectives et la reconnaissance, etc., c'est un travail de tous les jours. C'est pas parce que la personne est rentrée que c'est gagné. Avant, on se disait, bon, vu que la personne est rentrée et qu'il y a 10% de chômeurs, il y a de fortes chances qu'elle reste. Aujourd'hui, à 7%, il y a de moins de chances qu'elle reste. Et de 1 à 5%, il y a encore moins de chances qu'elle reste. Donc le travail de la fidélisation, moi je pense que la guerre des talents se joue sur la fidélisation et pas sur l'embauche.
Qu'est-ce que tu penses de la marque employeur? Parce que beaucoup, se disent, j'ai on va afficher des valeurs, on va afficher des avantages pour, montrer que, on est un bon employeur. Tu y crois? Tu y crois pas? Comment on fait pour que ces valeurs, elles soient incarnées? Ouais, mais je sais bien, mais voilà, le sujet, c'est leur incarnation, parce que voilà, je crois qu'il y a une étude qui a été faite qui montrait que c'était il y avait 10 mots qu'on retrouvait dans 95% des valeurs des entreprises. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent toutes. Normal, c'est-à-dire elles ont toutes performance, cohérence, exemplarité, je sais pas quoi. Bon, très bien, c'est de la marque employeur. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils veulent juste savoir si ce qui. Tu sais, il y a une formule de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Il disait euh, le- la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et ben c'est exactement ça. Aujourd'hui, on peut avoir la meilleure marque employeur du monde, etc. En faire des tonnes sur la com, le marketing, le truc, le bidule. Une fois que les gens sont rentrés, s'ils constatent qu'il y a une très très forte incohérence entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait, il y a une enquête qui a été faite qui montrait que on avait interrogé les salariés du CAC 40 sur la raison d'être pour ceux qui avaient une raison d'être dans l'entreprise. 70% considéraient que c'était de la com. Je dis pas que c'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans le management quotidien que les valeurs s'expriment. C'est dans les managers qu'on promeut, etc. C'est là-dedans que les valeurs s'expriment. C'est pas la marque employeur avec des petits films et des machins. Soit les gens le vivent, soit ils le vivent pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir le succès qu'ont les sites genre Place d'Or ou autres. Qu'est-ce que posent comme question les gens? Est-ce que ce qu'on me raconte est vrai? Oui. Et or aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît, l'entreprise ne maîtrise plus sa communication. C'est fini, il faut oublier ça. Donc elle est condamnée à la cohérence. Ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, mais elle est condamnée à la cohérence. Donc c'est un peu comme quand on avait, il y a très longtemps, mis en place, ou là, même aujourd'hui, en ce moment, il y a plein de gens qui changent leur bureau, enfin, avec des salons, des canapés. Très bien. Mais si on ne change pas le modèle de management, s'il est toujours aussi vertical, bah, voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Est-ce que tu crois au coaching professionnel? Pour faire évoluer justement le management ou l'organisation? Ouais, ouais. Moi, je suis pas favorable au coach à l'intérieur des organismes. Je pense que le coach, c'est tripartite. Donc, c'est extérieur. Donc, je me méfie un peu de ça. J'ai jamais été très favorable à ça, des coachs internes. Mmh. En revanche, ouais, selon les gens, c'est efficace. Selon les équipes, c'est efficace. Alors aujourd'hui, on a je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs qu'il y avait une étude sur, les questions de coaching où, je crois que c'était dans Les Échos, où il disait qu'il y avait, on va dire à boire et à manger, hein, dans les coachs professionnels ou coachs de vie. Pour toi, c'est quoi, on va dire le critère d'un bon coach? Qu'est-ce qu'on attend d'un coach? Sincèrement, je connais très mal ce truc-là. D'abord, j'en ai jamais eu. À titre personnel, tu parles ou, pour tes collaborateurs? Non, 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 à titre professionnel, j'en ai eu beaucoup, mais moi, j'en ai jamais eu. OK. Non, sincèrement, Tu en as jamais eu parce que tu en as jamais ressenti le besoin ou parce que, tu as jamais trouvé la personne ou? non, 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 j'ai jamais ressenti le besoin, peut-être à tort, hein, mais je pense que il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce type de démarche pour leur faire prendre conscience des choses ou pour les aider à trouver des solutions. Ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes et c'est très vertueux. Je pense que le coaching, euh, il doit, euh, il doit surtout rester, il ne doit pas se substituer. Voilà. Mais non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais ça, j'allais dire que comme, n'importe quel, expert externe, Mmh. que ce soit un consultant, un coach ou peu importe, effectivement, justement, on parlait tout à l'heure de qui porte la responsabilité. Je pense que la responsabilité, elle est jamais externalisée, Oui, c'est ça. quelle que soit la personne qui peut être amenée à intervenir dans l'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses des entreprises à mission? Est-ce que est-ce que c'est pareil? Tu y crois, tu y crois pas? Ça a du sens, ça a de l'avenir? Mais non, mais c'est la même chose. Les entreprises à mission, heu, les entreprises à mission, c'est comme une entreprise à raison d'être. Si, il y a une réalité du quotidien, alors ça a du sens. C'est de la com, ça en a pas. Voilà. La deuxième chose, c'est que
jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise, elle est aussi là pour faire du profit, du résultat, ce qu'on veut, et que, très bien, mais il ne faut pas non plus prendre des vessies pour des lanternes. Et qu'une entreprise à mission, elle a certes beaucoup de vertus, elle s'engage pour la société, ça c'est très très bien, mais il y a je connais des tonnes de boîtes qui ne se sont pas déclarées entreprises à mission et qui sont très engagées pour la société aussi. Je me méfie un peu du côté un peu mais je fais de procès d'intention à personne. Alors de la même manière, on parlait avant de la qualité de vie au travail, c'est devenu la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail depuis, mars 2022. Concrètement, ça change quoi? C'est de la com? Non, pas que, mais c'est toujours pareil. On Tous ces sujets-là peuvent, si on n'y met, ni conviction, ni transformation, ni exigence au quotidien, c'est de la com. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours le même sujet, en fait. Se déclarer entreprise à mission, très bien. Si ça change en rien, les défauts de l'organisation, la vie des salariés à l'intérieur, ils diront: «Bon, bah, entreprise à mission, je suis bien content, mais ça change pas grand-chose». Donc ça vivra pas. Tu sais, ça me rappelle, toute proportion gardée, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, on était dans le délire des Chief Happiness Officers, et puis ça a disparu. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Moi, je me souviens, les gens étaient tout contents de dire: «On n'a plus de DRH, on a un Chief Happiness Officer». Et directeur des richesses humaines, on le voit souvent. Beaucoup de gens, reprochent le ressources humaines, qui a une vision un peu capitalistique, on va dire, des choses. Toi, tu en penses quoi? Oui, mais c'est pareil, tout ça, sincèrement, c'est pareil. Oui, oui, j'en pense que tout ça, c'est de la com. Ça dépend comment on fait son métier, mais alors directeur des richesses humaines, directeur des relations humaines, directeur de je sais pas quoi humain, il y a des DRH qui sont directeurs des ressources humaines et qui font très bien leur boulot et qui sont beaucoup plus directeurs ou directrices des richesses humaines que des gens qui se sont autoproclamés directeurs des richesses humaines et qui ne le sont pas vraiment. Donc, je pense que de toute façon, tout ça, les titres, tout ça, là pour le coup, c'est de la com. Vraiment, c'est de la com. Nous sommes arrivés à la fin de ce 4e épisode avec Benoît Serre, où nous avons abordé toutes les questions de transformation des entreprises, de conduite de changement et toutes les tendances qui existent aujourd'hui dans le monde du travail, de la raison d'être des entreprises aux entreprises à mission, à la marque employeur, la pénurie des talents et l'apprentissage, sans oublier les intelligences artificielles. Alors je vous donne rendez-vous maintenant dans le 5e épisode pour découvrir encore un peu plus Benoît Serre à travers mon jeu de questions-réponses, le Tip Top. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.